À la une de Libération aujourd'hui, Zero Dark Thirty, le film de Catherine Bigelow, Star Trek, titre Libération, une fiction très documentée sur l'enquête des services secrets américains qui a conduit à l'assaut contre Ben Laden. Dans les matins de France Culture, diplomate en guerre à Kaboul, les coulisses de l'engagement en France, de l'ambassadeur de France en Afghanistan, ancien ambassadeur de France en Afghanistan, Jean Damécourt, bonjour, vous êtes notre invité et vous êtes avec Didier Lebray, bonjour. Directeur, alors il ne faut pas que je dise cellule, mais du centre de crise du Quai d'Orsay. Vous y êtes arrivé depuis à peine 15 jours. Vous étiez ambassadeur de France en Haïti et vous allez nous raconter un peu de quoi il s'agit au fond quand il faut monter une cellule de crise en temps, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que nous sommes en temps de guerre? Vous nous répondrez avec la diplomatie qui l'exige à cette question-là. Alors d'une guerre l'autre, de l'Afghanistan au Mali, cela fait plus de 10 ans que désormais les militaires ont poursuivi un ennemi souvent qualifié d'invisible, le terroriste djihadiste. À peine un mois après le retrait des troupes françaises d'Afghanistan, les soldats tricolores sont donc engagés sur un nouveau terrain, cette fois relativement seuls. Bien sûr, le parallèle est tentant. Gardons-nous de faire tout de même des analogies hasardeuses, mais en revanche, comment peut-on comprendre comment s'exerce la diplomatie en temps de conflit où s'entremêlent terrorisme, trafic, otages, relief, topographie délicate. C'est pour comprendre tous les ressorts de la gestion de crise en temps de guerre que nous vous avons invité, messieurs Damécourt et Lebray. Mais tenez, dans Libération, Catherine Bigelow dit « Pour mon film, je recherchais un clair-obscur caravagesque ». Que recherchiez-vous, Jean Damécourt, en écrivant « Diplomate en guerre à Kaboul » ? Je crois que ce n'est pas une mauvaise expression pour décrire la réalité afghane. Un clair-obscur caravagesque, c'est un pays absolument magnifique et déjà mes rêves d'enfance me portaient à rêver que j'étais un cavalier dans la steppe. Là, c'est un pays extraordinairement montagneux. Vous preniez pour Churchill, déjà. Par exemple. Et un pays tragique. Et c'est un pays extrêmement tragique avec un très grand peuple. C'est un très 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 beau pays, absolument magnifique, avec des reliefs tourmentés, des grandes vallées, des plaines, et ce peuple magnifique. À la fois physiquement, mais aussi dans leur courage, dans leur attitude, la manière dont ils s'expriment avec vous, et leur culture. Alors vous y arrivez en 2008 ? Absolument. Au moment où on... Tout à trac, sans y être préparé vraiment ? Absolument. On vous envoie, vous savez, on vous jette dans l'eau et c'est à vous de vous débrouiller. Je n'étais pas vraiment au départ candidat d'ailleurs pour ce poste. Et puis ensuite, quand on me l'a proposé, sans hésiter, j'y suis parti et je ne l'ai pas regretté. Et avec quelle mission ? La mission, c'était qu'à l'époque, alors ça c'était important en revanche, le président Sarkozy avait décidé d'accroître considérablement la participation de la France et on allait passer de 1500 à 4000 hommes très rapidement. Et je suis venu pour accompagner ce changement, prendre en charge un accroissement très important de l'aide et une présence accrue de la France qui préparait à cette époque la conférence de Paris, de tous les participants de l'Alliance qui aidaient les Afghans dans leur guerre contre le terrorisme. Alors vous, au fond, c'est la partie diplomatique que l'on vous confie, c'est-à-dire peut-être comment reconstruire des liens à la fois culturels, industriels, commerciaux. Quid de la guerre ? Écoutez, malheureusement, un ambassadeur dans une situation de crise et de guerre, puisqu'à l'époque, on n'a pas employé l'expression, mais c'était bien d'une guerre dont il s'agissait et dont il s'agit, et aussi un ambassadeur en guerre, d'où le titre de mon livre. J'avais des rapports étroits, non seulement avec les forces françaises, je réunissais dans mon bureau une fois par semaine l'ensemble du commandement des forces françaises, c'est-à-dire quelques officiers généraux et colonels, pour faire le point. D'abord les informer de ce qui se passait dans la communauté internationale et de façon générale, et puis aussi avoir une information de leur part sur les opérations. Mais également... Mais vous n'avez aucune autorité militaire ? Aucune autorité militaire, bien sûr. Simplement une autorité de coordination. J'étais le représentant de l'État. Et en tant que tel, évidemment, j'avais une voix prééminente, en tout cas sur toutes les questions politiques. Didier Lebray, qu'est-ce que donc un centre de crise ? Le centre de crise, c'est le résultat d'abord d'un audit en 2007, un livre blanc. L'administration française aime bien les livres blancs, et là, en l'occurrence, ça a été un livre blanc utile, puisqu'on est arrivé à la conclusion un peu paradoxale que le Quai d'Orsay était pas si bien équipé que ça pour faire face aux crises. Or, la gestion de crise... Attendez, on dit le mot crise pour pas dire guerre ?
Il y a un continuum parfois entre la crise et la guerre, mais ce sont des situations un peu extraordinaires. Ce sont des situations forcément qui engagent la question militaire. Qui n'engagent pas forcément militaire. Vous pouvez avoir une gestion de crise humanitaire, vous n'êtes pas obligé de... Comme lors du séisme à Haïti. Exactement. Donc l'objectif, c'était de se donner les moyens de pouvoir intervenir partout dans le monde. D'abord là où nos communautés, nos biens, nos intérêts étaient menacés. Et ensuite dans des crises sur des théâtres extérieurs où l'aide de la France était sollicitée. Alors, vous faites quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirige ce centre de crise après en avoir été le bénéficiaire, si j'ose dire. Mais pratiquement, ça veut dire quoi ? Qui sont vos interlocuteurs ? Avec qui traitez-vous ? Vous donnez des ordres à qui ? Vous faites quoi ? On traite avec le monde entier, puisque le monde entier potentiellement est un théâtre de crise. Et on intervient, on a, si vous voulez, trois grandes fonctions. La première, c'est une fonction de veille. Donc on a un dispositif, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, qui nous permet de détecter les prémices d'une crise. On est toujours mieux armé quand on a détecté un peu en amont ce qui peut se passer. Alors parfois ça arrive ex abrupto, un séisme, ça s'anticipe pas malheureusement. Enfin ça peut se préparer en termes de moyens, etc. Donc il y a un travail de veille qui est très important. C'est le centre de crise aujourd'hui dans son avatar qui est, je dirais, le centre de situation. Ce sont les oreilles et les yeux du Quai d'Orsay. Ça, c'est l'aspect situation. Et il y a un aspect ensuite directement, quand on est dans la crise, où on ouvre une cellule de crise formellement, et on agrège toutes les compétences du Quai d'Orsay qui sont utiles, et d'autres ministères, l'Intérieur, la Défense. Votre principal sujet, pour le dire clairement, ce sont les otages, par exemple ? C'est un des sujets, bien sûr, c'est un grand sujet, alors qui prend un tour, une actualité particulière, puisque on est aujourd'hui en guerre au Mali, et on a également des otages au Mali. Donc forcément, les deux problématiques coexistent, et ça leur donne un tour particulièrement aigu. Jean Damécourt, une phrase m'a fait sursauter, page 70 de votre livre, parce qu'elle fait référence bien sûr à l'actualité récente, l'actualité malienne. Vous dites très vite, au bout d'une ou deux semaines, des évidences se confirment. En cette année 2008, la situation sécuritaire se dégrade, mais l'alarmisme médiatique sur un retour en force des talibans qui seraient aux portes de Kaboul ne correspond pas à la réalité. Et si les islamistes qui avaient été aux portes de Bamako ne correspondaient pas à la réalité ? Non, je ne crois pas, parce que moi, là, je parle d'une situation dans laquelle l'intervention avait déjà eu lieu, et où on avait quand même déjà chassé les talibans du pouvoir en Afghanistan, et où Al-Qaïda était soumis à une traque intensive qui a abouti, comme vous le savez, à l'opération d'Abbottabad, qui fait l'objet d'un film aujourd'hui, et l'élimination physique d'Oussama Bin Laden. Donc on est au début de l'opération, on est plutôt en 2001 qu'en 2008. Donc je crois que c'est ça la grande différence. Est-ce qu'il y a tout de même des leçons qui s'appliquent directement, que vous retenez vous de votre passage en Afghanistan, qui s'appliquent directement à notre entrée en guerre au Mali ? Vous écrivez « Les hommes politiques, trop souvent rebutés par la complexité, ont adopté un profil furtif vis-à-vis des opérations extérieures, jugeant que moins on en disait, mieux cela valait. Mais il apparaît important, au moment où nous nous retirons, de comprendre la nature de notre engagement en Afghanistan, ne serait-ce que pour anticiper les événements qui pourraient en découler à plus ou moins brève échéance. » Oui, je crois que le point commun entre les deux, c'est incontestablement qu'on est intervenu dans les deux cas parce qu'on ne pouvait pas tolérer qu'une organisation revendique le pouvoir pour établir un émirat islamique, et que finalement le djihadisme international ou le terrorisme islamique tiennent un État. C'est ce que nous avons fait en Afghanistan, c'est pour ça que nous sommes venus, enfin que le président Chirac à l'époque avait décidé de venir au secours des Américains, de répondre à leur appel avec les Anglais, les Allemands et d'autres. Et c'est pour ça également que nous avons frappé aussi rapidement au Mali. Cela dit, vous revenez souvent sur la question de l'invisibilité de l'ennemi en Afghanistan, qu'il est extrêmement difficile à combattre. Est-ce qu'au Mali, comme en Afghanistan, on peut gagner une guerre contre un ennemi invisible, dans la mesure où, peut-on dire, en partant d'Afghanistan, qu'on a gagné quelque chose ? Vous posez d'ailleurs vous-même la question. Écoutez, je crois que oui, on a gagné quelque chose parce que les talibans sont incapables, à l'heure actuelle, et c'est un scénario auquel je ne crois pas dans l'immédiat, de reprendre le pouvoir
en Afghanistan. Donc on n'a pas de risque qu'un émirat islamique s'établisse et fasse appel à nouveau au djihadisme international. Et ça, c'est une des victoires, on va dire, de oui, je pense que c'est une victoire importante de l'OTAN en Afghanistan. Oui, il y a eu beaucoup de choses. C'était un pays qui était totalement ruiné par la guerre. Et qui 30 ans de guerre, il ne restait plus rien. Les soviétiques avaient détruit les campagnes, les moudjahidines s'étaient battus dans les villes, avaient détruit totalement les villes. Et ensuite, les talibans avaient retiré les femmes de l'administration et de la santé, et l'État s'était effondré, il ne restait rien. Donc le pays a été quand même à peu près totalement reconstruit. Son PNB était de 2 milliards, il est maintenant à 8 milliards. C'est pas suffisant, mais c'est quand même mieux. Avec un niveau tout de même de corruption imbattable. Absolument, mais la corruption existe dans toute cette partie du monde, et d'ailleurs en général dans tous des pays qui sont en développement, et donc c'est pas une exception, elle est en proportionnelle aux masses d'argent qui ont été déversées sur le pays. Je parle de 35 milliards. Je cite ce chiffre, mais en fait les chiffres sont beaucoup plus élevés que ça, surtout à l'heure actuelle. Vous parlez, Jean Davécourt, et je voudrais savoir ce qu'en pense Didier Lebray, tout de même de la difficulté de votre métier, et parfois au fond du culot qu'il faut avoir. Le président Sarkozy vient en Afghanistan après la mort de ses soldats français pris en embuscade. Les autorités afghanes reçoivent le président et lui font un discours, mais oui, tout cela est bien malheureux, mais pourtant nous avions transmis les données d'écoute, les données d'espionnage à vos militaires pour qu'ils évitent éventuellement d'aller dans cette région-là. Vous faites des petits mouvements de tête, vous basculez le corps d'avant en arrière, le président Sarkozy s'énerve et vous dit, vous l'ambassadeur, j'ai pas l'habitude qu'on me parle par signe, qu'avez-vous à dire? Et là, tout à trac, devant les autorités afghanes, vous dites, ce monsieur vous ment. C'est peut-être parce que j'ai mauvais caractère et que je n'aime pas qu'on me mente, et je connaissais bien Amroullah Saleh, qui était le chef du NDS, des services de renseignement afghans, qui est un type tout à fait remarquable d'ailleurs, avec lequel je suis resté très lié par la suite. Mais là, il mentait de façon tellement patente que j'ai trouvé que c'était injurieux, surtout dans les circonstances dramatiques dans lesquelles on se trouvait, et que donc je suis rentré dans le lard, oui, effectivement, de façon... Mais quoi, là, c'est d'un coup à créer un incident diplomatique grave? Ça aurait pu finalement... être, mais ni le tempérament du président Sarkozy, qui je crois... J'en sais rien, il ne me l'a pas vraiment dit, mais son attitude a dû apprécier mon côté très direct sur cette affaire, ni celui du président Karzai, qui est un diplomate que je connaissais bien, un diplomate de tempérament, on s'entend, que je connaissais bien, n'ont créé un incident diplomatique, d'autant plus que l'histoire était parfaitement vraie. Didier Lebray, il faut jouer constamment, soi-même d'ailleurs, j'imagine, avec la rouerie, la duplicité. Je ne sais pas si la duplicité, c'est la qualité majeure quand on est en situation de crise. Je crois que la qualité... Apparemment, en Afghanistan, oui, parce que Jean Davécourt parle de la duplicité pakistanaise, par exemple, qu'il faut sans cesse démêler, visiblement. Sur les terrains que j'ai pratiqués, que ce soit à Haïti ou ailleurs et aujourd'hui au centre de crise, je crois que la qualité première en situation de crise, c'est d'arriver à aller à l'essentiel, c'est de voir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est vraiment le premier élément. Faire tout de suite le bon diagnostic, dire en gros quelle est la situation, l'étendue des dégâts, quelle est la réponse la plus appropriée. Et ensuite, il y a quelque chose d'essentiel, c'est de ne pas voir son autorité bafouée par l'ampleur des moyens qu'on va mettre à votre disposition. Donc le nerf de la guerre en situation de crise, c'est la chaîne de commandement. Il ne peut y avoir qu'une seule tête, qu'une seule autorité. Tous les états-majors qu'on va vous projeter, qu'ils soient civils ou militaires, ils doivent s'inscrire dans une ligne de commandement claire. Et vous êtes le patron. S'il n'y a pas de patron en situation de crise, ça part dans tous les sens. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, par exemple, des complexités diplomatiques si on constate que l'on prouve, ça et là, de plus en plus, par exemple, qu'il y a des exactions de l'armée malienne sur place là-bas au Nord Mali et que la France ne souhaite pas cautionner? Il faut voir d'où on part. Vous disiez tout à l'heure, le terrorisme est invisible. Il n'est pas invisible, le terrorisme. Le terrorisme, ce sont des femmes dont les droits sont violés au quotidien. Ce sont des exactions commises par des gens qui n'ont pas le même logiciel, qui n'ont pas les mêmes références, qui n'ont pas les mêmes valeurs, et qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'imposer leurs lois en violation de ce qui, pour nous, est le plus important, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et quand vous parlez avec nos amis africains, vous réalisez à quel point ils étaient terrorisés par cette perspective de voir toute une région, c'est pas seulement le Sahel, c'est toute une partie de l'Afrique de l'Ouest qui aurait pu basculer. Donc on ne parle pas d'abstraction. Certes, le terrorisme est furtif, c'est-à-dire qu'il frappe là où on s'y attend le moins, il frappe à visage non découvert,
Et il s'attaque le plus souvent à des victimes innocentes. On l'a vu encore en Algérie. Donc il n'est pas invisible, il est furtif. Un mot, Jean Damécourt ? Oui, je pense que je suis entièrement d'accord avec ça. Je crois que, par exemple, on oublie toujours, on a beaucoup parlé des victimes malheureuses, affreuses, c'était des situations dramatiques, après l'intervention algérienne dans la prise d'otages récemment. Mais il faut dire que, confronté à une situation de ce genre, que peut-on faire ? Les terroristes qui ont pris en otage ces malheureux en Algérie sont des tueurs. Leur objectif, c'est pas du tout de faire des bonnes choses, c'est au contraire d'exercer une violence extrême, donc c'est normal qu'on y réponde par une violence très forte. 8h17. Bonjour Brice. Bonjour Marc. C'est l'heure de votre chronique. Si vous allez sur le site du think tank américain Carnegie Endowment for Peace, vous y trouverez une longue conférence donnée sur place en septembre dernier par Ryan Crocker. Ryan Crocker a servi comme ambassadeur des États-Unis au Liban, au Koweït, en Syrie, au Pakistan, en Irak et finalement en Afghanistan. Dégagé de ses responsabilités depuis l'été dernier, il affirme avoir recouvré une totale liberté de parole. Et que dit Ryan Crocker ? Nous avions noué, je cite, une alliance complexe, reconnaît-il, avec certains Afghans qui combattaient les Soviétiques dans les années 80. Lorsque les Soviétiques ont quitté le pays définitivement en 1992, nous ne nous sommes pas suffisamment intéressés à l'Afghanistan qu'une guerre civile terrible a ravagé entre 1994 et 1996. Mais les attentats du 11 septembre, revendiqués par Al-Qaïda, qui disposait dans l'Afghanistan du Mollah Omar de camps d'entraînement, ont brutalement réveillé les États-Unis. L'ex-ambassadeur révèle au passage l'importance de l'aide apportée par les Iraniens aux Américains pour venir à bout des talibans au début de leur campagne en 2001. Mais ça n'a pas duré longtemps, dit-il. Quand je suis arrivé pour la première fois à Kaboul en 2002, raconte Ryan Crocker, je n'avais jamais vu une ville à ce point dévastée. Berlin, en 1945, devait ressembler à ça, ajoute-t-il. Des habitations en ruine, plus d'eau, ni d'électricité, plus d'école, plus rien. Ceci évidemment pour contraster avec le tableau assez flatteur qu'il dresse de la situation actuelle. Une société civile en pleine ébullition, avec des femmes à tous les postes de responsabilité, tant au gouvernement qu'à la tête des entreprises privées, des routes construites et reconstruites à travers tout le pays, une jeunesse qui répète « Nos parents et nos grands-parents ont détruit ce pays et nous allons le reconstruire », la sécurité qui s'est considérablement améliorée et les forces de sécurité afghanes qui sont solides. L'ex-ambassadeur américain donc se montre optimiste pour la stabilité du pays après le départ de la coalition internationale en 2014. Il pense que les élections qui auront lieu cette année-là verront Hamid Karzai, élu en 2004 avec 55% des voix, prendre sa retraite. Les minorités ethniques du Nord, dit-il, savent qu'elles ne peuvent pas gagner, mais elles se voient dans le rôle politique de faiseur de roi, car il y aura nécessairement des coalitions. Bref, l'OTAN peut partir la tête haute, mission accomplie. Mais sur le site d'un autre think tank américain, la Brookings Institution, Vanda Felbal-Brown dresse un tableau de ce qui attend l'Afghanistan après le départ des troupes américaines, beaucoup moins optimiste. Le pays, dit-elle, est contrôlé par des mafias, le népotisme règne. À l'est, les Haqqani qui opèrent à proximité du Pakistan y disposent de refuges et sont loin d'être défaits. Et nul ne sait s'ils se rallieront plutôt aux talibans ou plutôt à Al-Qaïda. Le retour de la guerre civile est tout à fait possible et il aurait des répercussions terrifiantes sur la stabilité de la région. Des groupes terroristes pourraient par exemple mettre la main sur du matériel nucléaire au Pakistan. Bref, les Américains se débattent avec des problèmes de gestion de crise qui illustrent l'inadéquation de nos anciens paradigmes conçus dans le cadre de la logique des blocs et des affrontements entre États. Or, les blocs ont disparu. Nous faisons face à une prolifération d'États défaillants, supplantés par des mafias et des mouvements identitaires ou sectaires transnationaux. Dans le cadre de guerres asymétriques, l'articulation des moyens militaires et des finalités politiques relève d'un art fort difficile. Comme le disait Jean-François Bureau récemment à un colloque sur la gestion de crise organisé à l'ENA, quels sont les critères du succès en Afghanistan ? Est-ce l'élimination des talibans ou est-ce le pourcentage des jeunes filles scolarisées ? On perd souvent de vue, ajoutait Jean-François Bureau, que l'arbitre c'est l'opinion publique et que la communication est une arme que nos adversaires maîtrisent admirablement. En ce qui concerne nos opinions publiques à nous, disait encore Jean-François Bureau, une opération qui dure est une opération perçue comme un échec. Alors, je vous pose la question, allons-nous perdre l'Afghanistan ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Réaction, commentaire, je vous ai vu prendre des notes, Jean Damécourt.
Écoutez, moi je suis d'accord avec l'analyse de Ryan Crocker. Je pense que la présentation qu'il fait est bonne, mais ça ne veut pas dire que la remarque faite par le chercheur de la Brookings ne soit pas intéressante. On les remarque. Bien sûr, c'est une situation extraordinairement compliquée. Et après le départ des Américains et des forces de l'Alliance, il y a plusieurs scénarios possibles. Et il y a 2 scénarios, peut-être 3, qu'on doit examiner. Le premier, c'est la probabilité d'une espèce d'effondrement, comme ça s'est passé au Vietnam après le départ des forces américaines, et l'arrivée au pouvoir des talibans qui s'infiltrent un peu partout et prennent le pouvoir, y compris à Kaboul. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que dans l'immédiat, c'est quelque chose de tout à fait improbable. Les talibans, c'est 35 000 hommes qui n'ont absolument pas la capacité, dans un pays de 35 millions d'habitants, avec une armée qui, de toute façon, restera de 250 000 hommes, relativement bien équipés et formés, et qu'on continuera à assister, de prendre le pouvoir comme ça de façon brutale. Le deuxième qu'elle soulève, c'est celui d'une lutte ou d'une guerre civile ou d'un partage entre le nord et le sud. Le sud pachtoun, le nord plutôt tadjik, ouzbek, turkmène. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais évidemment, tout l'effort de la communauté internationale va être dressé pour éviter ça. Moi, le troisième... Personne n'ira dans ce sens-là, dans la communauté internationale, selon vous ? Je ne crois pas. Je crois que les voisins ont tout intérêt à une solution à cette crise. C'est le cas. Même le Pakistan ? Oui, le Pakistan a changé d'avis sur ce sujet. Pendant très longtemps, ils ont effectivement soutenu, et peut-être continuent-ils encore par l'intermédiaire de leur service de renseignement, à soutenir l'insurrection, et notamment le redoutable groupe Haqqani dont vous parliez tout à l'heure. Mais il y a deux choses importantes se sont passées récemment. La première, c'est une prise de position du général Kayani, qui commande les forces pakistanaises, et qui a déclaré de façon extrêmement claire qu'ils étaient en faveur d'une négociation avec les talibans. Et le deuxième, pour marquer ça, ça a été la décision prise par le gouvernement de libérer 36 otages talibans qu'ils avaient qu'ils avaient mis en prison, pour montrer que c'était eux qui contrôlaient la négociation. Ce que ça veut dire qu'ils sont disposés à négocier à partir de maintenant. Brice Couturier ? Donc vous ne croyez pas à l'affrontement entre ethnies, et est-ce que vous croyez à ce que dit Crocker, que en fait les minoritaires, les Tadjiks serviront en fait de faiseurs de roi, qui vont rentrer dans une coalition, que finalement le pouvoir ira aux Pachtuns parce qu'ils sont majoritaires tout simplement, mais que les minorités du Nord, ce qu'on appelait l'Alliance du Nord, servira de force d'appoint pour faire triompher la majorité, pour faire basculer dans un camp politique. Ça, j'y crois tout à fait. Je crois que la grande difficulté, ça va être de faire rentrer à l'intérieur de la coalition Pashtun les talibans. Car vous savez que tous les Pashtuns ne sont pas des talibans, mais tous les talibans sont des Pashtuns. Les Pashtuns, encore une fois, c'est 35 000 hommes, c'est-à-dire pas beaucoup dans un pays de 35 millions d'habitants. Disposant de... Les talibans, c'est 35 000, vous avez dit. Les talibans, j'ai dit. J'ai fait un lapsus, excusez-moi. C'était un lapsus. C'est les talibans. 35 000. Et il y a à peu près 12 millions de Pashtuns, et je pense qu'on peut penser que 30%, environ 4 millions de Pashtuns ont une sympathie pour les talibans. Le reste du pays les déteste. Ils n'ont aucune envie qu'ils reviennent au pouvoir. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une solution négociée réintégrant les talibans à l'intérieur du gouvernement. Et notamment solution soutenue par le Pakistan, puisque un jour, en plein conflit, enfin vraiment dans les moments les plus difficiles de la coalition en Afghanistan, tout à fait off, entre guillemets, un Pakistanais vous dit, et des autorités pakistanaises, et de toute façon, écoutez... Deux anciens ministres des Affaires étrangères. Faites ce que vous voulez, amusez-vous, nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, on sait qu'il faudra négocier, et nous plaidons pour l'idée qu'il faudra négocier avec les talibans. Et vous restez un peu quoi, d'ailleurs? Oui, c'était encore plus cynique que ça. Ils me disent... Vous savez, vous n'allez pas durer. Hein. Oui. Nous, on est là pour durer pour longtemps. Vous finirez par partir. Et il faut bien qu'on traite avec quelqu'un. Comme c'est les talibans qui vont revenir au pouvoir, et ben on veut rester en bonne relation avec eux. C'est un raisonnement classique. Mais quelle est la place, alors, sur ce coup-là, quand même, de la diplomatie, si on essaie de comprendre, du coup, et de transposer, en tout cas, d'éclairer la question malienne aujourd'hui, à partir notamment de la question afghane, comment exerce-t-on son métier de diplomate quand on a en face affaire avec la question terroriste? Il n'y a plus de diplomatie avec le terrorisme. Ouais, je crois qu'il y a, je vais répondre à votre question, mais d'abord, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Brice Couturier qui me paraît très important, c'est quel est le critère de victoire sur le terrorisme? Est-ce que c'est juste d'avoir réussi à éliminer certaines composantes, certains éléments, etc. Ou est-ce que c'est d'avoir renoué avec le développement? Les deux.
parce que le terrorisme ne permet pas le développement. Et au-delà, il y a un élément qui me paraît très important, je dirais de l'idéologie de façade qui consiste à vouloir pourchasser partout le croisé et avoir des guerres de religion partout. On a affaire à du grand banditisme. Aujourd'hui, le Sahel, le Grand Sahel, c'est la terre non seulement de tous les trafics. C'est le trafic de cocaïne. Et on a affaire d'abord et avant tout à du grand banditisme. Donc les enjeux pour les terroristes qu'on a en face de nous sont des enjeux aussi financiers. Il n'y a pas que le djihad, je dirais que c'est la façade idéologique. La réalité, c'est que ces gens vivent essentiellement de ça. Et quand ils nous prennent des otages, alors est-ce qu'il faut payer ? Voilà. Bien sûr que non. Les Allemands payent. La politique les Algériens, non, visiblement. La politique de la France, c'est celle-là. On ne verse pas de rançon. On ne va pas, et le président l'a dit très clairement. Vous certifiez ça parce que le président de la République, la rumeur court qu'en fait on paye. Le président de la République l'a dit très clairement au moment de l'affaire des algériennes. Les Algériens ont pris les mesures qui s'imposaient. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça ? Ça veut dire qu'on ne va pas de la main gauche donner des moyens à des terroristes pour que ensuite, avec ces mêmes moyens, ces gens tapent sur nos soldats, éliminent nos compatriotes, tuent des civils, des victimes innocentes. C'est pas possible. Oui. On peut pas être. Par ailleurs, on sait tout de même qu'il y a parmi nos amis européens des États qui eux payent. Plus de 5 millions de dollars par tête de pipe, comme on dit. Ça paraît des sommes absolument Non, la source était très sûre, donnée ici. Mais du coup, alors cela dit, comment, encore une fois, ensuite fait-on et établit-on une diplomatie, justement dans un cas comme il y a aujourd'hui au Mali, où il faudra bien qu'on finisse tout de même après par distinguer le fait qu'il n'y a pas au fond quand même qu'un seul groupe homogène, comme on le sait évidemment dans la question malienne, qu'il y a tout de même les fameux Touaregs du MLNA, qu'il y a ceux du Mujao, et qu'il y a les terroristes d'Ansardine. Mais il faudra, certains disent au fond, et c'est pour ça qu'on s'inquiète des exactions de l'armée malienne aujourd'hui sur notamment les Touaregs, qu'il faudra au moins, à tout le moins, reprendre un contact diplomatique, je ne sais comment l'appeler, avec les Touaregs du MLNA, par exemple. Une fois encore, c'est pas parce qu'on est en guerre aujourd'hui au Mali que par ailleurs on a cessé toute activité diplomatique. Au contraire, de manière concomitante, il faut préparer le coup d'après. Et le coup d'après, c'est la feuille de route politique pour les autorités maliennes, c'est conforter le pouvoir civil sur la junte militaire. Il n'y a pas conflit dans les agendas entre la défense et le Quai d'Orsay ? Absolument pas, parce que nous avons le même objectif. L'objectif est lequel ? C'est de permettre aux autorités maliennes de recouvrer l'entière souveraineté sur leur pays. Ça veut dire quoi, l'entière souveraineté ? Ça veut dire de pouvoir, à terme, avoir un dialogue suffisamment inclusif au niveau national pour que la question Touareg puisse être réglée de manière politique. Il n'y aura pas de solution purement militaire à la crise malienne, qui est une crise ancienne. La solution militaire, elle est, je dirais, à court terme. On ne pouvait pas y échapper. Il faut intervenir. On n'avait pas le choix à la demande des autorités maliennes. Mais en revanche, une fois que nos soldats seront rentrés en France, et de manière, une fois encore concomitante, il faut préparer l'avenir. Mais donc il y a bien 2 temps tout de même. Il y a le temps du ministère de la Défense et puis plus tard celui du Quai d'Orsay. Non, il n'y a pas de temps, parce que le temps politique et diplomatique, il se prépare aujourd'hui. Notre ambassadeur à Bamako, avec ses collègues, avec l'Union européenne, avec les Nations Unies, il prépare l'avenir. Oui, Jean Damécourt, et puis une question de Caroline Iliachev. C'est absolument l'expérience que nous avons eue et que j'ai eue moi-même en Afghanistan. Dans mon livre, si vous voulez, je raconte de façon très claire que je n'étais pas seulement un ambassadeur bilatéral m'occupant de questions sécuritaires et de questions de développement, mais également un ambassadeur multilatéral avec les Nations Unies, l'OTAN, l'Union européenne, et que tout le travail d'un ambassadeur dans un pays en guerre et en crise, c'est justement la préparation politique de ce que va être un règlement, et le règlement passe par une négociation avec l'insurrection. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas facile. Caroline Iliachev. Oui, je voudrais vous poser une première question sur les talibans. On dit, certains disent qu'il faut négocier avec les talibans et qu'ils puissent entrer au gouvernement. Mais est-ce qu'eux veulent entrer au gouvernement ? Jean Damécourt. Alors, c'est une bonne question parce que les consultations récentes qui ont eu lieu à Chantilly ont été assez instructives de ce point de vue. Les talibans, comme toujours, se sont déclarés favorables à des contacts, pas avec le gouvernement afghan, avec lequel ils se refusent de négocier, mais avec l'opposition. Et ils sont venus pour établir ces contacts. La chose qui est plus inquiétante, c'est qu'ils ont pris une position extrêmement claire. Ils ne parlent pas des talibans eux-mêmes, ils parlent de l'émirat islamique d'Afghanistan, ce qui veut dire qu'ils veulent prendre le pouvoir. Mais ce qui est important, c'est pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils veulent, ça c'est une position de négociation, c'est la réalité.
Et la réalité, c'est que 35 000 hommes, avec un budget de 300 millions de dollars, s'appuyant sur 4 millions d'habitants sur 35 millions, et sans le soutien désormais de leurs grands voisins, n'ont aucune chance, à mon avis, de prendre le pouvoir. Et donc, ce qu'il faut, ça va être difficile, c'est entrer dans une négociation qui va prendre du temps. Et deuxième question de Caroline. Oui, deuxième question à propos de ce qui s'est passé en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'un pays, notre pays, disons plus démocratique, aurait pu faire ce qu'ont fait les Algériens, ou quand même, nous approuvons en disant, bon, heureusement que c'est les Algériens qui l'ont fait. Écoutez, moi j'ai vécu ça de façon récurrente en Afghanistan, puisque la situation que vous décrivez s'est passée à plusieurs reprises, dont une fois la prise d'une prison dans la capitale Pashtun, où l'armée afghane, appuyée par les forces de l'Alliance et notamment les Américains, est rentrée en force, et évidemment il y a eu beaucoup de morts. Les Américains n'hésitent pas, en général, c'est une armée quand même assez redoutable, avec des forces spéciales particulièrement efficaces, et ils n'hésitent pas dans ces situations, ils ne négocient pas, et ils n'hésitent pas à employer la force. Donc on peut dire que, en tout cas, et l'Afghanistan, je vous le rappelle, est un pays avec un président élu, un parlement élu, où il y a des femmes au pouvoir, etc. Donc c'est peut-être pas la démocratie parfaite, ça n'existe pas dans ce genre de pays, ça prend du temps, la démocratie. Enfin, si on vous lit bien entre les lignes, monsieur le diplomate, par moment, je ne dirais pas que vous manquez de diplomatie, mais enfin, vous laissez quand même entendre, notamment sur le cas de Karzai, que les choses sont assez complexes, beaucoup de duplicité. Vous dites au détour d'une phrase, presque par antiphrase, qu'il semble évident que la présidence Karzai n'a pas nuit à l'enrichissement de son entourage. Bon, enfin, on arrive à des doubles négations à comprendre votre propos. Je suis beaucoup plus clair que ça sur ce sujet. Je dis que Karzai lui-même n'est pas corrompu, qu'en revanche... Mais que son entourage n'a pas mais oui, absolument, su profiter. Vous savez, la corruption est très répandue dans tous les pays de la région. Hein. Vous la trouvez en Iran, en Chine, en Inde, grande démocratie du monde, au Pakistan, etc. Bon. Alors Didier Lebret, je crois vous dire quelque chose, et Brice Couturier. Non, sur l'affaire algérienne, juste en deux mots, je crois que ce qui était visé, c'était le cœur nucléaire, si j'ose dire, de la vie économique de l'Algérie. Ils ont tapé là où ça pouvait faire le plus mal. L'extraction de gaz ou de pétrole. Enfin, je veux dire, donc les Algériens n'avaient pas d'autre possibilité que de répliquer de manière forte, déterminée, de façon à créer une jurisprudence qu'ils ont déjà créée dans le passé. Ils n'ont plus envie de renouer avec 10 années d'instabilité et de violence. Et par ailleurs, si les terroristes étaient arrivés à leur fin, ils seraient repartis d'Algérie avec je ne sais combien de dizaines ou de centaines d'otages, et tout le processus actuel aurait pu être mis en danger, parce que quand vous avez des dizaines d'Américains, de Britanniques, de Français, de Japonais qui sont pris en otage par des bandits de grand chemin, une fois encore, quel impact ça aurait eu sur notre intervention actuelle? Donc il y avait deux enjeux. C'est des boucliers humains, bien sûr. Brice Couturier. Pour revenir à Hamid Karzai, juste un mot. Je parlais de cet ambassadeur américain qui vient de quitter son poste, Ryan Crocker, et voilà comment il décrit Karzai. Il l'estime beaucoup. Il dit son courage est incroyable, sa détermination aussi. C'est un nationaliste afghan convaincu. Toutes les composantes ethniques du peuple afghan font partie de son plan. Il tient la balance égale entre les factions et les ethnies, cas rare dans ce pays. Mais je voudrais aussi citer Crocker pour éclairer aussi ce qui se passe en ce moment au Mali. Crocker, donc l'ambassadeur, dit ce qu'il faut se poser, la question qu'on doit se poser quand on prend une décision sur le plan diplomatique et surtout militaire, c'est les conséquences inattendues de nos actions. Parce qu'en réalité, elles ne peuvent jamais être prédites et il y aura toujours des conséquences inattendues. Et il faut toujours se demander jusqu'où on est prêt à supporter des conséquences inattendues de nos décisions avant de prendre une décision. Concernant le Mali, à votre avis, enfin, bon, sans remettre en cause du tout la légitimité de cette décision prise par François Hollande, qui était une nécessité évidente vu ce qui est en train de se passer sur place. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les conséquences inattendues qu'on peut redouter et avons-nous bien mesuré toutes ces conséquences inattendues avant d'aller sur place? Est-ce que les expériences afghanes et libyennes servent à quelque chose? Oui, je crois que l'expérience afghane est très utile. Moi, personnellement, je pense que dans une situation de ce genre, particulièrement quand il y a de l'engagement de forces djihadistes et terroristes, le timing de l'opération est absolument fondamental. Plus on intervient tôt, évidemment, il faut que ce soit en fonction des circonstances locales, meilleur c'est. Et l'intervention française a été certainement au bon moment. Il fallait intervenir à ce moment-là parce que vraiment la capitale était menacée et qu'il n'y avait pas le choix. Alors ensuite, ce qu'il faut faire derrière, c'est avoir le sens de la mesure. Et
J'avoue que je n'ai pas les informations, enfin j'ai les informations qu'on a par la presse, mais si il est vrai que la France s'engage dans une guerre pour nettoyer l'ensemble du territoire malien, qui est quand même une immense surface désertique ou semi-désertique, des forces... Il n'y a pas de montagne ni de grotte, c'est quand même l'avantage par rapport à l'Afghanistan. Exactement, c'est plat et il y a du soleil tout le temps. Il y a une saison des pluies qui arrive d'ici 3-4 semaines, dont on dit qu'elle pourrait être tout aussi compliquée à traiter. Hein. Oui, enfin un peu moins quand même que la neige pendant la moitié de l'année dans des hauteurs himalayaises. Mais si c'est le cas, effectivement, là, il faut faire attention aux conséquences qu'on n'attend pas. Parce que c'est un... Quelles peuvent-elles être ? Je crois qu'un engagement très fort avec des forces, avec des pertes, serait quelque chose qui serait difficile à supporter par l'opinion publique française, et il faut qu'un gouvernement soit prêt, parce qu'il faut savoir qu'une opération militaire, par nécessité, c'est l'emploi de la violence, c'est de la force, et la force s'exerce des deux côtés. Didier Lebray. Non, juste pour répondre à la question très directement, je crois qu'il y a 3 risques. Le premier, c'est la provocation du conflit à l'extérieur des frontières du Mali. Donc cette guerre ne pourra être, n'avoir un impact positif que si les pays de l'ensemble de la zone coopèrent, que les frontières soient le plus étanches possible, et Dieu sait que c'est difficile. Et là, on voit qu'il y a un mouvement de coopération de l'ensemble des pays riverains de cette zone sahélienne, parce qu'ils ont tous pris conscience que c'était leur avenir politique en tant qu'État qui se joue. La deuxième, on en a déjà parlé, le deuxième risque, c'est que le règlement politique soit différé, et les choses doivent se préparer de manière concomitante. Et le troisième, c'est que on tarde un peu à donner ensuite les moyens du développement à ce pays. Donc la réponse humanitaire, parce qu'il y aura bien évidemment des conséquences non pas seulement à l'intervention, mais à tout ce qui s'est passé avant à l'occupation du nord du pays par les terroristes. Mais il faut, c'est un continuum entre la coopération régionale, le règlement politique et nos politiques de développement, de façon à ce que les populations voient que cette guerre n'est pas juste une guerre d'éradication du terrorisme, mais que c'est aussi une guerre pour développer ce pays. Mais est-ce que, par exemple, un des buts de la diplomatie française, je reviens à Moni de tout à l'heure, est de dire, par exemple, de pousser les Maliens à négocier avec les Touaregs ? Négocier avec ceux avec lesquels ils peuvent parler, pas ceux qui refusent l'idée même d'un État malien souverain, unitaire. Caroline, oui, Jean d'Amécourt. Je voulais juste rajouter un point, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Didier Lebray, mais je rajouterai simplement un point qui a été d'ailleurs relevé par les commentateurs, mais qui est important, c'est que dans une opération de ce genre, la préparation diplomatique est absolument essentielle, bien entendu. Et il faut non seulement avoir le soutien des Africains, ce qui est le cas, ça a pris un certain temps, mais ce qui est le cas, mais également avoir le soutien d'autres pays. On peut pas, la France a des moyens importants, mais dans une opération de ce genre, elle a besoin du soutien des autres pays européens, notamment les Allemands et les Britanniques et des Américains. Ce qui nous place quand même par moment dans une situation un peu schizophrène tout de même. Nous avons même eu le soutien de la Russie et de la Chine pour cette intervention. La Chine et la Russie qui s'opposent toujours à l'ONU à une intervention extérieure en Syrie. Mais c'était le cas en Afghanistan. Oui, on avait le soutien des Russes et des Chinois. Didier Lebray, est-ce que votre travail, par exemple, c'est de dire maintenant, au fond, aux Chinois et aux Russes, écoutez, puisqu'on est intervenu au Mali, il faudrait peut-être que nous intervenions réellement maintenant en Syrie. Une fois encore, la résolution 2085, elle a été adoptée par l'ensemble des pays membres du Conseil de sécurité. La Chine, comme la Russie, connaissent également des situations de terrorisme. Et donc voilà, ils sont, je pense, très sensibles au sens de notre intervention. Mais ils sont beaucoup moins sensibles à la terreur que fait régner Bachar el-Assad dans son pays. C'est pas le même type de situation. Non, mais nous, comment oui, mais sauf qu'en ce moment, il y a des terrains dans cette région qui va de Bamako à Damas, qui connaissent des sorts très particuliers, et certains, couverts. Si vous voulez, je pense qu'on peut avoir une unanimité assez forte dès qu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, le djihadisme. En revanche, de la communauté internationale, les Russes ont le terrorisme tchétchène ou d'autres formes de terrorisme sur leur propre territoire. Les Chinois ont les Ouïghours. Donc, c'est des situations qu'ils connaissent bien, avec des mouvements extrémistes. En revanche, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme d'un gouvernement. C'est pas la même chose. Et c'est évidemment tout à fait condamnable, ça c'est un autre sujet. Mais en revanche, constituer une unanimité de la communauté internationale sur un point de ce genre est plus difficile.
Caroline Eliashef. Oui, Marc, j'ai pas voulu vous interrompre, mais je vous reprends quand même sur le terme de schizophrénie, parce qu'à chaque fois que ce terme est employé, je reçois des centaines de SMS. Il est employé à tort. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il faut-il dire alors? Nous verrons ça ultérieurement. Je prends consultation chez vous cet après-midi. Je voudrais poser une question personnelle à Didier Lebray. Comment est-ce qu'on fait psychologiquement pour être en crise en permanence ? Ah, voyez, vous aussi, vous passerez sur le divan. Hein. Alors, On n'est pas en crise. je pense que le jour où j'aurai la réponse à cette question, je cesserai sans doute d'avoir un intérêt aussi fort à la gestion de crise. L'idée, c'est de ne pas se la poser, j'imagine. Voilà, exactement. Moi, je peux dire quelque chose, c'est que Didier Lebray, qui est venu me voir en Afghanistan, est quelqu'un d'extraordinairement calme, toujours souriant, toujours réceptif, et que c'est probablement la raison pour laquelle il est tout à fait adapté pour ce travail. Quelle est la relation que vous avez, vous en parlez, Jean Damécourt, dans votre livre, cela dit, quand vous êtes au contact des militaires, même si vous n'avez théoriquement pas autorité directement sur eux, mais enfin, il y a un contact permanent dans les situations de crise et de guerre. Comment se passe le dialogue avec les gradés, avec les soldats ? Écoutez, en général, moi, ce qui m'a frappé dans mon expérience afghane, c'était la qualité de l'armée française, que ce soit le corps des officiers généraux, des officiers, des sous-officiers ou des soldats. Dans l'ensemble, c'était des gens de très grande qualité, extraordinairement passionnés par ce qu'ils faisaient. Pour eux, l'opération 60 000 hommes de l'armée de terre, et probablement beaucoup plus avec l'aviation et les autres armées, sont passés en Afghanistan. Et dans l'ensemble, c'était tous des gens qui étaient finalement, je crois que le mot est exactement, très excités par cette mission, parce que ça correspondait à ce qu'ils avaient fait et pourquoi ils se préparaient en tant que militaires. Alors, je vous propose d'écouter un officier qui publie un récit absolument captivant, Brice Herblanc, dans les griffes du Tigre, Libye-Afghanistan 2011. C'est un officier pilote d'hélicoptère de combat, du fameux Tigre. Il est âgé de 32 ans et il a servi sur les deux théâtres que sont l'Afghanistan et la Libye. Et il publie vraiment, c'est quasiment à chaud, donc un livre où il parle à la fois de la peur, de l'audace, de la pugnacité, du commandement, de l'ouverture du feu, du bon sens également, de l'efficacité. Il publie des courts récits où il raconte au fond que ses expériences de pilote de ce fameux Tigre en Libye et en Afghanistan. Écoutez-le au micro de Tanguy Bloom, notamment, qu'il a interrogé au départ sur la comparaison entre les deux conflits, Afghanistan et Libye. Brice Herblanc. On me pose souvent la question de savoir quel était le plus dur. Et là, je peux pas répondre parce que c'est tellement différent qu'on peut pas comparer. La seule chose qui est nettement différente, c'est la présence de forces françaises au sol. En Afghanistan, il y a des soldats français au sol. Il y a des soldats français qui sont blessés, il y a des soldats français qui sont tués. Et du coup, malgré soi, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, on devient passionné par ce conflit-là parce que il y a de l'émotion qui se met en jeu, et donc il faut qu'on maîtrise des émotions qui nous entraînent peu à peu vers la haine de l'ennemi. Je donne un exemple dans le livre où je me rends compte que je tombe dans ce piège-là, et j'essaie de me maîtriser parce que pour moi, cette haine, elle peut amener à avoir des gestes regrettables. En Libye, en revanche, un contexte complètement différent, et une action autonome d'hélicoptère sur un ennemi avec aucune présence française au sol. Donc quelque part, on avait une sorte de distanciation par rapport à l'intérêt du conflit, ce qui nous permettait de, même si on effectuait les missions avec une grande rigueur et de façon très très motivée, ça nous permettait de rester en retrait émotionnellement par rapport à ce conflit. Je donne un exemple tout bête. En Libye, bien souvent, il m'était arrivé, quand j'avais un véhicule de combat dans mon viseur, d'attendre quelques secondes que les combattants ennemis aient quitté la zone avant de détruire le véhicule. Vous voyez, c'est vraiment ce détachement un petit peu pour ne pas tomber dans une dimension de vengeance ou de quoi que ce soit qui est néfaste à mes yeux. Voilà, Brice Herblanc, Saint-Cyrien, âgé de 32 ans, qui publie dans les griffes du Tigre, et puis également, puisqu'on a beaucoup parlé de l'importance des hélicoptères pour l'intervention au Mali, Tanguy Bloom lui a demandé ce qui se passait tout simplement dans la tête d'un pilote d'hélicoptère. Brice Herblanc rappelle que justement il y a une responsabilité qui pèse sur les épaules du soldat et qu'elle est d'ordre politique. Au-delà des raisons, c'est surtout les conséquences que pourrait avoir son geste. Vous connaissez peut-être le concept de caporal stratégique, c'est-à-dire que chaque soldat français, jusqu'au plus bas niveau, il a cette responsabilité sur les épaules au moment d'ouvrir le feu. Imaginons qu'il fait une erreur et il blesse ou il tue des civils. Il va y avoir des conséquences diplomatiques, politiques très graves sur l'ensemble du conflit et peut-être sur l'ensemble des efforts qui ont été menés par toutes les forces françaises depuis des années. Et un tir à partir d'un hélicoptère, c'est encore plus
significatif en termes d'image, c'est beaucoup plus lourd, donc il y a encore plus de conséquences. Donc bien sûr, il y a ce poids de responsabilité sur les épaules. Alors on pense pas forcément exactement à ça quand on y est, mais ça implique une connaissance très précise des règles d'engagement qui nous sont fixées. On doit rechercher absolument tous les détails pour être sûr qu'il n'y ait aucun doute, mais il faut aller très vite pour faire ça, puisque bien souvent il y a des vies en jeu dans ces moments-là. Brice Herblanc, donc dans Les Griffes du Tigre, Mémoire de guerre, un récit absolument passionnant, aux belles lettres. Jean d'Abécourt, Didier Lebray, sur moi, Jean d'Abécourt. Oui, moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que les forces françaises, que ce soit les forces spéciales ou nos forces aériennes intervenant par hélicoptère ou par avion, avaient dans cette approche, sur ce sujet, de ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire détruire inutilement des vies humaines parce qu'on a une mauvaise information ou parce qu'une mauvaise décision est prise, une attitude très différente de celle des Américains. Et on était beaucoup plus attentifs à ce type de situation que l'étaient les Américains. Ça a changé par la suite. Quand le général McChrystal est arrivé, et puis son successeur Petraeus, ils ont changé les règles d'engagement. Mais les forces américaines s'étaient quand même illustrées par des dommages immenses, et notamment, par exemple, par la destruction successive de plusieurs mariages. Les mariages, ce sont des hommes dans des 4x4 avec des armes, et on identifiait ça dans le ciel, et puis tout d'un coup, pouf, il y avait une frappe américaine, et on détruisait une famille entière. Vous le racontez dans le livre, oui, c'est le début de votre livre. Et tout ça a été, je crois, à peu près jugulé maintenant, et les règles d'engagement ont été changées. Didier Lebray. Non, je crois, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean d'Abécourt, je crois que le mot, la phrase clé de ce témoignage, qui est assez émouvant d'ailleurs, parce qu'il est très, très sincère, il est très, très vrai, c'est règles d'engagement. La conception française, et qui est une conception aussi du droit international, le fameux jus in bello, le droit dans les conflits, la France y est particulièrement attachée. On ne fait pas la guerre n'importe comment, même si parfois on a en face de soi des ennemis sans scrupules. Donc c'est ça qui est important, c'est le concept de règle d'engagement. Et je l'ai constaté lorsque j'ai réuni, à la demande du ministre Laurent Fabius, l'ensemble des grandes ONG urgentistes de défense des droits de l'homme. On a eu cette discussion, bien évidemment, savoir quelles sont les règles d'engagement. Et on leur a dit que même sur un théâtre aussi compliqué que celui du Nord Mali, l'armée française était tenue par le droit international. Bon, vous avez vu bien sûr Jean d'Abécourt, Le Monde aime, le magazine du Monde du week-end dernier, Mort pour la France, les familles des soldats tués en Afghanistan, et évidemment tout de même, ce qui revient souvent, la France quitte l'Afghanistan, tant mieux pour les soldats et leurs familles, et comment ne pas penser que les nôtres sont morts pour rien ? Oui, alors là, je suis évidemment pas du tout d'accord avec ce commentaire, enfin, ce que vous venez de dire, pas le commentaire du... Ce sont les familles qui parlent de leurs proches. Mais je pense que, d'abord, la première chose à faire, c'est de s'incliner devant la douleur de proches qui sont morts au combat, et qui, assez naturellement, regrettent cette mort et ont tendance, du coup, à porter des jugements extrêmes sur la situation dans laquelle ils se sont trouvés au moment de la mort. Mais ce n'est pas exact. Ces soldats... Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ces soldats sont partis en parfaite connaissance de ce à quoi ils s'engageaient, et qui comportait éventuellement la mise en cause de leur propre vie. Et ils l'ont fait dans le cadre d'opérations qui ont réussi quand même à quelque chose qui était éliminer le terrorisme et le djihadisme. Et puis dernière question pour boucler la boucle, puisqu'on a beaucoup commenté, entendu dire que au fond le Mali serait l'Afghanistan de la France, serait aux Français ce que l'Afghanistan a été pour les Américains. Quel est votre sentiment? En deux petits mots, Jean d'Abécourt et Didier Lebray. Oui, je crois que c'est quelque chose d'abusif. La situation afghane était une situation particulièrement complexe, et ce qui l'a caractérisé, c'était surtout les hésitations américaines qui, à partir dès 2001, n'ont pas mis les moyens nécessaires pour traquer Al-Qaïda. Ils l'ont laissé passer au Pakistan, y compris Oussama Bin Laden, et qui ensuite, à partir de 2003, se sont consacrés sur l'Irak et n'ont pas mis les moyens nécessaires pour l'Afghanistan. Vous partagez cette crainte, vous, Didier Lebray, que l'on entend? Absolument, non, mais ma réponse, elle est simple. Demandez aux Maliens aujourd'hui s'ils pensent qu'on est dans une guerre d'enlisement. Je veux dire, ce sont les premiers concernés, et ce sont les premiers à considérer que c'était une décision vitale pour leur pays.